Alors, bonjour. Oui, donc tout le monde est entré. Alors, merci beaucoup de votre présence sur place. C'est vraiment très sympathique et vivant d'avoir un auditoire en chair et en os. Alors, merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour la présence de tout le monde via la technologie. Alors, je vois que c'est un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt. Alors, nous en sommes à la 4e année de la programmation scientifique des activités de COMRAD, de la communauté de recherche-action sur les droits économiques, sociaux et culturels. Donc, on a la chance cette année parce que justement, on avait tenté d'attacher les ficelles pour l'an dernier, mais finalement, on réussit à t'avoir avec nous, Jessica. On a réussi à programmer cette conférence de Jessica Dufresne, qui est notre invitée aujourd'hui, à l'occasion donc de notre première conférence COMRAD de l'année. Alors, je vais présenter notre invitée. Jessica est docteure en droit de l'Université d'Ottawa. Elle a terminé sa thèse en 2023 et elle milite depuis plusieurs années pour la reconnaissance du droit à l'alimentation au Québec. Elle est à la fois chargée de cours, chercheure et travailleuse communautaire. Elle s'assure de mener ses réflexions sous l'angle de ses expertises croisées, donc à la fois une expertise du terrain et une expertise académique. Les recherches de Jessica portent notamment sur la transition des systèmes alimentaires et abordent la notion de droit à l'alimentation en tant que moyen fort pour y parvenir. C'est ici nos atomes crochus avec COMRAD. Jessica explore plus concrètement le rôle des gouvernements locaux, municipaux et MRC qui, à titre de gouvernement de proximité, jouissent de plusieurs atouts pour contribuer à cette transition. Elle croit fermement au rôle du palier local pour assurer une gouvernance plus juste, inclusive et durable des enjeux actuels et dans leur importance dans la garantie des droits fondamentaux des populations. Aujourd'hui, donc, Jessica va nous présenter une communication qui explore la notion de droit à l'alimentation et l'état de sa garantie avec un point d'interrogation et plus spécifiquement au Québec. Alors, la parole est à toi, Jessica. Merci beaucoup de t'être déplacée et d'être parmi nous. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui se sont déplacées en présence et en ligne. Déplacées en ligne, en tout cas, qui sont présents en ligne. Merci à Christine, merci à Camille pour l'organisation. Donc, on va présenter. Donc, je vais passer tout de suite au cœur de ma présentation. Donc, ce qui va nous occuper pour les prochains 45 minutes, la prochaine heure de présentation, qui va être complétée par une série une période de questions. Donc, on va d'abord explorer le droit à l'alimentation, quelques éléments de définition. C'est un droit qui est quand même assez méconnu au Québec, au Canada. Voir justement l'état de sa garantie avec le point d'interrogation ou de sa non-garantie, entre parenthèses, au Québec et au Canada. Puis voir justement, à défaut d'être garantie, c'est quoi nos perspectives de garantie juridique dans notre contexte juridique. Et je vais vous parler aussi, comme je vous dis, comme on me présentait, j'ai plusieurs chapeaux. Donc, la démarche qu'on mène au sein du regroupement des cuisines collectives du Québec en faveur de la reconnaissance du droit à l'alimentation au Québec. Et finalement, un petit regard sur le sujet de ma thèse, l'échelle locale en renfort. Je trouve ça intéressant de terminer là-dessus parce que ça donne quand même une petite lueur d'espoir dans tout ça. Puis, ça donne une nouvelle perspective aussi qu'on peut utiliser en ce moment de campagne électorale municipale. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est le droit à l'alimentation? Donc, c'est un droit qu'on définit comme étant réalisé lorsque chaque personne, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, seul ou en communauté avec autrui, a accès à tout instant physiquement et économiquement à une alimentation adéquate ou aux moyens de se la procurer. Donc, c'est un droit humain qui a été reconnu par la quasi-totalité des États, notamment dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, que je vais appeler le PIDESC pour la suite de la présentation, vous comprendrez pourquoi. Et on peut retrouver donc la définition que vous voyez à l'écran les aspects plus concrets dans l'observation générale numéro 12 du PIDESC, donc qui a été élaboré par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels.
Le droit à l'alimentation fait partie de la grande famille des droits humains et plus précisément des droits économiques, sociaux et culturels. Et il entretient donc de ce fait-là des liens intrinsèques avec l'ensemble des droits humains, donc notamment le droit au logement, le droit à la santé, le droit à l'environnement. Donc, on voit très facilement là, les liens qu'il peut entretenir avec ces droits-là, mais aussi plus largement avec le droit à l'égalité, par exemple, le droit à un niveau de vie suffisant, le droit à la sécurité. Donc, on ne peut vraiment pas dissocier ce droit-là des autres droits humains. Je pense que c'est intéressant de le garder en tête, surtout parce que ce qu'on voit dans notre contexte politique actuel, c'est qu'on fait vraiment une distinction entre les droits de nature civile et politique et les droits de nature économique, sociaux et culturelle. Une distinction qui, je le rappelle, puis je pense que dans toutes les conférences du Comrade, sûrement qu'il va y avoir quelque chose qui est dit là-dessus, mais qui n'a pas nécessairement lieu d'être en tout cas sous un angle juridique. C'est vraiment une distinction qui est politique. Et j'aimerais aussi peut-être faire une précision sur ce que le droit à l'alimentation n'est pas, parce que souvent, quand je fais des présentations dans différents milieux, je constate que les gens ont l'impression que le droit à l'alimentation, c'est de revendiquer que le gouvernement nous donne un panier d'aliments, donc on est vraiment, qu'on reçoive sous la forme de dons ou quelque chose du genre, de l'alimentation, une alimentation très, très concrètement là, de la part du gouvernement. Donc, ce n'est pas exactement ça. Ça peut l'être dans certaines circonstances de crise, par exemple, climatique, crise sanitaire, comme par exemple lors de la COVID. Mais normalement, le droit à l'alimentation signifie plus concrètement l'obligation du gouvernement de mettre tout en œuvre pour nous offrir un environnement favorable à ce qu'on puisse se nourrir par nous-mêmes. Donc, soit en achetant des aliments ou en produisant et produire là, plus largement, cueillir ou chasser, là, ça inclut ces notions-là. Donc, on puisse se procurer nous-mêmes notre alimentation. Puis, ça va aussi plus loin que ça. Le droit à l'alimentation, ce n'est pas juste cet aspect-là de sécurité alimentaire, mais c'est aussi l'idée de faire attention à nos systèmes alimentaires qui sont en piètre état en ce moment. Donc, l'idée de durabilité aussi, puis de faire attention à nos modes de production, transformation, distribution des aliments. Plus concrètement, on va aborder là, les trois différents éléments qui composent le droit à l'alimentation. Donc, on a des composantes, des valeurs qui sous-tendent sa garantie, puis les obligations gouvernementales qu'on peut lui rattacher. Donc, au niveau des composantes du droit à l'alimentation, elles sont au nombre de 4. Techniquement, il y en a 5, mais on a regroupé disponibilité et stabilité. C'était plus facile à comprendre de cette manière-là. Donc, on parle de disponibilité et de stabilité des approvisionnements, de l'accessibilité physique et économique des aliments, de la durabilité des systèmes alimentaires, puis de l'adéquation ou le caractère adéquat des aliments. Donc, quand on parle de la disponibilité et la stabilité des approvisionnements alimentaires, on réfère vraiment à l'idée qu'on doit être capable de transporter les aliments du lieu où ils sont produits jusqu'au lieu où ils sont requis. Donc, ça peut prendre différentes formes, mais finalement, c'est l'idée d'avoir une chaîne agroalimentaire qui est stable, qui est fiable et qui est sécuritaire. Donc, c'est soit l'accès à des marchés pour se procurer des aliments, mais c'est aussi encore là la possibilité de cultiver les terres ou d'avoir accès aux territoires nourriciers ou aux ressources naturelles qui nous permettent là, de s'alimenter. Et ensuite, on a l'accessibilité physique et économique des aliments. Donc là, on parle de l'accès à des revenus suffisants pour nous permettre justement de s'acheter, de se procurer ces aliments-là. Donc l'accessibilité économique, mais également l'accessibilité physique, oui, donc l'accès à ces commerces de proximité-là. On entend souvent parler de déserts ou de marais alimentaires. Donc, ça, c'est vraiment une brèche à l'accessibilité physique au commerce. Donc, quand on parle de déserts alimentaires, c'est des lieux où il n'y a pas de commerce alimentaire à proximité. Par exemple, en région urbaine, ça peut vouloir dire devoir prendre 2 lignes de bus pour aller faire son épicerie. En région rurale, c'est peut-être de faire 30 minutes de voiture pour accéder à une épicerie digne de ce nom. Dans l'accessibilité physique, c'est important aussi de prendre en compte les inégalités sous-jacentes qui pourraient limiter cet accès physique-là. Donc, je pense notamment aux personnes en situation de handicap. Donc, c'est souvent un enjeu aussi pour ces personnes-là d'accéder à des commerces alimentaires. Ensuite, on a la durabilité des systèmes alimentaires. Je vous en ai glissé un mot, mais donc c'est l'idée de réfléchir à vos modes de production, transformation, distribution et de gestion des résidus alimentaires pour qui respectent davantage la biodiversité. Et j'irai encore plus loin. Dans la biodiversité, on trouve les humains. Donc, l'idée aussi de garantir les droits des humains qui travaillent dans les différentes sphères du système alimentaire. Donc, il y a des personnes encore là qui sont plus à risque de voir leurs droits brisés
opprimés. Je pense notamment aux travailleurs temporaires et aussi aux personnes qui occupent des emplois, par exemple, dans les abattoirs ou les usines de transformation. Et finalement, l'adéquation ou le caractère adéquat des aliments, le droit à l'alimentation implique qu'on ait accès à des aliments qui nous soutiennent biologiquement, qui répondent à nos besoins biologiques, mais aussi psychologiques et culturels. Donc, l'alimentation, ce n'est pas juste nourrir notre corps, c'est aussi faire vivre des traditions, des cultures, mais aussi répondre à des enjeux plus psychologiques. Donc, les personnes qui vivent de l'insécurité alimentaire, par exemple, ont une santé mentale qui est souvent affectée, mais aussi des personnes issues de l'immigration qui se retrouvent avec une perte de contact avec leurs aliments culturels. Ça aussi, c'est un enjeu qui est pris en compte dans le droit à l'alimentation. Au niveau des valeurs, donc deuxième bloc d'éléments, les valeurs qui sous-tendent le droit à l'alimentation, mais qui sous-tendent aussi sa mise en œuvre. Donc, on y réfère sous l'acronyme PANTHER. On parle du cadre PANTHER, un acronyme qui nous vient de la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation. Donc, c'est à peu près le même cadre qu'on retrouve dans les droits humains en général, mais là, on l'a vraiment adapté à la sauce droit à l'alimentation dans ce cadre-là. Donc, pourquoi PANTHER? C'est la première lettre de la version anglophone de ces valeurs-là. Donc, je vais vous épargner mon accent anglais, je vais vous les dire en français. Donc, on parle de participation, de responsabilité, de non-discrimination, de transparence, de dignité humaine, de pouvoir d'agir et d'état de droit. Donc, grosso modo, c'est l'idée, je vais les passer rapidement, participation, c'est assez clair, c'est que les gens puissent participer activement aux décisions qui vont influencer nos systèmes alimentaires puis nos moyens de s'alimenter, nos capacités aussi de s'alimenter. C'est très, très en lien avec l'idée de pouvoir d'agir ou d'empowerment. Donc, oui, on veut que les gens participent, mais on veut que ce soit une participation pleine et entière. Donc, pour ça, il faut aussi redonner du pouvoir décisionnel aux gens qui sont autour de la table, puis s'assurer aussi d'un équilibre des forces entre ces personnes-là qui peuvent prendre des décisions. Je vais en reparler un peu plus tard, mais c'est l'idée aussi, pour favoriser ça, il y a une tendance aussi de réclamer des systèmes alimentaires territoriaux, de venir relocaliser le système alimentaire pour qu'on puisse justement se donner des outils pour pouvoir discuter à échelle humaine de l'avenir de nos systèmes alimentaires. On parle de responsabilité, je vais y revenir dans un instant plus en profondeur, mais c'est l'idée de venir rattacher justement les responsabilités gouvernementales. On parle de droits humains, donc le gouvernement a son bout de chemin à faire pour nous garantir certains droits. Dans le domaine alimentaire, on le voit, on s'arrange très bien entre nous. Il y a des initiatives très, très porteuses. On a les banques alimentaires qui répondent, en tout cas, qui tentent de répondre aux enjeux d'insécurité alimentaire, mais encore là, le gouvernement ne prend pas sa part de responsabilité. Donc, il y a des outils qui ne sont pas mis en place qui pourraient contribuer à garantir davantage le droit à l'alimentation. Non-discrimination, c'est tout simplement le fait que le droit à l'alimentation appartient à toute personne du simple fait d'être un être humain. Il n'y a pas de prérequis, comme l'ensemble des droits humains. Donc, peu importe notre couleur de peau, culture, religion, sexe, le droit à l'alimentation est valide pour tout le monde. Transparence, on revient un peu dans ce processus décisionnel-là. C'est souvent des processus qui sont très opaques. Les gens n'ont pas accès à toute l'information qui est requise pour pouvoir faire des choix, prendre des décisions. Donc là, on veut venir aussi assurer cette transparence-là de la part des gouvernements. Puis, dans le droit à l'alimentation, ça prend aussi une connotation toute particulière. On parle de transparence aussi au niveau du contenu de ce qu'on mange, de comment c'est produit, comment c'est transformé. C'est très opaque. Oui, on a des étiquettes, mais les étiquettes ne disent pas tout. Puis là, encore tout récemment, je voyais, il y a des petites manœuvres aussi, des aliments qui semble-t-il, venaient du Canada. L'autre côté de l'étiquette, ça vient plutôt des États-Unis. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Dignité humaine, ça aussi, c'est lié directement aux droits humains, donc le respect de la dignité humaine. En alimentation, ça prend aussi tout son sens quand on pense aux personnes qui doivent s'alimenter à travers le réseau des banques alimentaires. Donc oui, c'est une réponse d'urgence à la fin qui fournit une aide alimentaire d'urgence, justement, mais encore là, c'est quand même une atteinte à la dignité humaine. Il n'y a personne qui est fier d'aller dans une banque alimentaire. Souvent, on y va un peu... en tout cas, on n'y va pas de gaieté de cœur. Il y a quand même une stigmatisation qui est associée à ça. Donc, c'est clairement une brèche à la dignité humaine.
pouvoir d'agir, j'en ai parlé. État de droit, l'idée que le gouvernement s'assujettisse lui-même à ses propres lois, à ses propres engagements internationaux aussi. Donc, dans le cas des droits socio-économiques, c'est pas nécessairement ce qu'on observe, mais j'irai encore plus loin, là. Donc, même dans les lois qui sont les droits qui sont garantis dans les chartes, on voit en ce moment qu'il y a une certaine tendance à se désassujettir de certains droits fondamentaux. Donc, c'est une tendance qu'on voit ici, qu'on voit aussi ailleurs dans le monde. Donc, il faut être quand même vigilant. J'avais oublié la petite commentaire. Bon. Du côté des responsabilités gouvernementales qui sont liées au droit à l'alimentation, je pense que c'est vraiment là le nœud de la guerre. Donc, l'idée justement d'aller chercher le gouvernement, donc les responsabilités du gouvernement en lien avec le droit à l'alimentation. Elles sont de 3 niveaux, ces responsabilités-là. On parle de respecter, de protéger et de mettre en œuvre le droit à l'alimentation. Donc, respecter, c'est l'idée que le gouvernement ne doit pas porter lui-même atteinte au droit à l'alimentation, par exemple en coupant dans des programmes sociaux qui permettaient aux gens d'avoir un revenu suffisant pour s'alimenter, en faisant passer des routes sur des terres agricoles. Donc, c'est des exemples comme ça où c'est vraiment le gouvernement, une décision, un acte gouvernemental qui vient porter atteinte au droit. Protéger, on est à un autre niveau. C'est l'idée d'adopter les lois, les règlements qui vont empêcher des tiers, des entreprises ou des personnes privées, de venir porter atteinte à notre droit à l'alimentation. Ça peut être, par exemple, de venir serrer la vis à l'industrie agroalimentaire pour éviter le surprofit. On a tous entendu parler récemment là, de la fameuse collusion autour du pain tranché. Donc, c'est un exemple, donc, à la place d'avoir une amende à payer au bout du processus où finalement, ils ont fait quand même beaucoup de profit, mais ça serait de venir réglementer là, en amont pour pas que ce genre de situation-là se reproduise. Et finalement, mettre en œuvre, donc on le divise en deux volets. Faciliter, ce qui veut dire que le gouvernement doit adopter les programmes, les politiques nécessaires à faciliter la garantie du droit à l'alimentation. L'image qui me vient souvent en tête en premier, c'est par exemple mettre en place un programme d'alimentation scolaire universelle. D'ailleurs, on a eu un financement du gouvernement fédéral l'année dernière pour un tel programme, puis il n'a toujours pas vu le jour, là, donc on attend impatiemment ce programme. Ça peut être aussi tous les programmes sociaux, finalement, qui vont venir bonifier les revenus, les prestations sociales, etc. Et fournir, c'est dans les situations bien spécifiques que je vous mentionnais précédemment où, pour une raison hors de notre contrôle, on a une communauté qui n'a plus accès à une alimentation. Donc, pendant cette période de crise-là, le gouvernement va devoir soit fournir des aliments ou fournir une allocation d'urgence. Je pense par exemple à la PCU pendant la pandémie, donc pour permettre à ces gens-là de se nourrir convenablement. Au-delà de ces obligations-là, il y a aussi l'idée, l'obligation de tout mettre en œuvre, en tout cas de jamais reculer par rapport au droit à l'alimentation, donc de ne pas enlever des acquis, puis d'agir aussi au maximum des ressources disponibles du gouvernement. Ce qui veut dire qu'un pays comme le Canada ou une province comme le Québec a davantage d'obligations qu'un pays où on n'a pas des ressources suffisantes pour nourrir notre population. Donc, on comprend que le fait qu'il ne se passe pas grand-chose au Québec ou au Canada en ce moment, puis qu'on ait des taux d'insécurité alimentaire aussi énormes, ce n'est pas nécessairement normal. Et évidemment, l'obligation de ne pas agir, de ne pas commettre de discrimination dans les actions autour du droit à l'alimentation. Le droit à l'alimentation au Canada et au Québec, le Canada et le Québec de manière symbolique, c'est une compétence du Canada de l'État fédéral de signer des traités internationaux, mais le Québec l'a fait de manière symbolique. Donc, tous deux ont signé le PIDESC. Donc, techniquement, se sont engagés à respecter, protéger et mettre en œuvre le droit à l'alimentation. Mais malheureusement, quand on regarde du côté de nos chartes de droit et de nos lois, on retrouve le droit à l'alimentation nulle part, en tout cas pas nommément dans ces textes-là. Donc, la Charte canadienne, comme la plupart le savez, ne contient pas de droits de nature socio-économique. Donc, on a des droits fondamentaux de nature civile et politique et des grandes libertés fondamentales, mais pas de droits comme le droit à l'alimentation ou le droit au logement, etc. Du côté de la Charte québécoise, on a de tels droits,
On a notamment l'article 45 qui protège le droit à un niveau de vie suffisant, mais en raison du jugement Gosselin de 2002, on sait tous que la Cour suprême a refusé de reconnaître de manière explicite, ou en tout cas de reconnaître la justiciabilité des droits socio-économiques qui pourraient être inclus dans cet article-là. Donc, le droit à l'alimentation, le droit au logement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut plaider devant les tribunaux selon l'état actuel du droit. Puis j'insiste sur l'état actuel du droit parce que tout ce qui est jurisprudentiel peut éventuellement évoluer. Je sais que, Christine, vous avez écrit un article aussi sur, je lisais, là, il y avait une certaine frilosité de la part des organismes puis des avocats plaideurs de plaider à nouveau de telles causes, parce que, bon, après, ça a été fait du non par la Cour suprême, puis de manière quand même quasi unanime, là, il y avait une dissidence, mais donc c'est quand même un gros engagement de retester, là, mais moi, je pense que c'est quelque chose qui peut changer selon les périodes, les époques, mais c'est loin d'être gagné, surtout dans le climat socio-économique dans lequel on nage actuellement. Donc, bref, très peu de poignes juridiques pour le droit à l'alimentation au Québec et au Canada en ce moment. Et ce qui en découle, c'est un portrait assez navrant là, de la sécurité alimentaire au Canada et au Québec et de nos systèmes alimentaires. Au niveau de la sécurité alimentaire, là, les données les plus récentes montrent qu'on est à peu près à une personne sur 5, en 19,8 % de Québécois et Québécoises qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Ça a augmenté 2 années auparavant. Les dernières statistiques qu'on avait, on était à 15,7. Donc, ça augmente de manière assez flagrante d'année en année. Et il n'y a rien qui peut nous laisser croire que ça va s'améliorer dans les mois, dans les années à venir si ça continue comme ça. Et les systèmes alimentaires, je pense que vous avez toutes constaté comme moi la sécheresse qu'on a vécue cet été. Les agriculteurs tirent la sonnette d'alarme. On manque d'eau dans plusieurs municipalités. D'ailleurs, les agriculteurs vont chercher de l'eau dans la nappe phréatique, puis ça vide carrément les réservoirs des municipalités environnantes. Puis ça risque de s'aggraver aussi au cours des prochaines années. Donc là, ça sonne alarmiste, mais en même temps, c'est la situation réelle, c'est ce qui se passe. Puis ça, c'est sans parler aussi du coût des terres agricoles qui augmente. Les personnes, les agriculteurs et agricultrices ne peuvent même plus vendre leurs fermes à leurs enfants. Les prix sont astronomiques. Donc, on a vraiment une concentration des producteurs et productrices agricoles au Québec, au Canada. Puis c'est quelque chose aussi qu'on observe un peu partout dans le monde. Donc, ça ne va pas super bien, mais on a des pistes de solutions. Ça, je l'ai dit dans ma présentation précédente. L'élément que je n'ai pas mentionné, c'est qu'on n'a pas non plus aucune loi ou politique qui vient reconnaître de manière explicite le droit à l'alimentation. Puis ça, justement, il y a une proposition à cet égard qu'on fait au RCCQ, mais techniquement, le droit à l'alimentation n'existe pas. Je vais vous parler aussi, je ne veux pas me scooper, mais à la fin, il y a quand même une petite avancée aussi là-dessus à l'échelle locale. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire face à ce constat un peu démoralisant? Il y a plusieurs voies juridiques possibles pour garantir le droit à l'alimentation au Canada et au Québec. On pourrait intégrer le droit à l'alimentation dans notre Constitution. Et là, pour les personnes qui ont suivi des cours de droit constitutionnel dans la salle, vous savez que c'est un peu peine perdue. On ne touche pas à la Constitution qui veut. Donc, c'est très, très compliqué de modifier la Constitution canadienne. Donc, on peut oublier ce moyen-là, même si ça a été un moyen qui a été utilisé dans plusieurs pays. Ça a fonctionné ailleurs, je pense notamment au Brésil, la Colombie. Donc, il y a plusieurs pays où ça a fonctionné. C'est une voie intéressante, mais pas pour nous. Ensuite, le deuxième moyen le plus probant, ce serait d'adopter une loi cadre sur le droit à l'alimentation. Et c'est sur ce moyen qu'on s'est jeté au regroupement des cuisines collectives du Québec. Donc, c'est le véhicule qu'on a décidé de choisir pour mener notre campagne de mobilisation. Puis finalement, il y a aussi l'idée d'adopter différentes lois spécifiques dans différents secteurs qui porteraient sur un aspect ou un autre du droit à l'alimentation. Ça pourrait être, par exemple, une loi qui traite sur l'agriculture qui va venir protéger davantage la durabilité des systèmes alimentaires ou encore une loi sur l'aspect sécurité alimentaire ou sur l'accès physique et économique aux aliments. Mais encore là, on perd la vision d'ensemble de toutes les composantes qui amènent le droit à l'alimentation. Donc, c'est moins souhaitable. Quoi qu'à défaut, ça peut être une avenue qui va nous permettre de garantir un aspect ou un autre du droit à l'alimentation. Et évidemment, on n'est jamais contre tous les moyens non juridiques des politiques, des plans d'action qui viendraient soutenir le droit à l'alimentation d'une manière ou d'une autre.
On peut se demander aussi à quelle échelle agir. Donc là, nous, au regroupement des cuisines collectives du Québec, on a jeté notre dévolu sur l'échelle provinciale, mais tous les paliers de gouvernement peuvent être compétents pour agir sur le droit à l'alimentation. Souvent, la responsabilité première de garantir les droits fondamentaux, en tout cas les droits qui viennent des traités internationaux, comme ça, revient à l'État fédéral. Hein, c'est lui qui se fait taper sur les doigts à l'international s'il ne respecte pas ses engagements. Mais le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a été très clair aussi à l'effet que c'est une responsabilité qui est partagée. Donc, c'est pas, ça, au final, sur le terrain, ça appartient pas juste au gouvernement fédéral. Donc, au Canada aussi, dans notre État fédéral, le partage des compétences fait en sorte qu'on va avoir des compétences en alimentation de part et d'autre, dépendamment sous quel angle on analyse l'alimentation. Le gouvernement fédéral, là où on aurait une poigne intéressante, c'est que c'est lui qui traite les accords de libre-échange, qui signe les accords de libre-échange. Et en alimentation, on sait que ça a quand même un impact considérable sur notre manière de produire les importations et exportations d'aliments. Mais on a quand même beaucoup de leviers au gouvernement provincial. Déjà, l'agriculture, c'est une compétence qui est partagée entre le fédéral et le provincial, mais au provincial, on a vraiment toute la responsabilité en lien avec le bioalimentaire dans son sens large. Fait que le commerce aussi alimentaire à l'intérieur de la province, c'est de compétences provinciales. Tout ce qui touche à la santé, à l'éducation, les enjeux le salaire minimum, par exemple, les prestations sociales. Donc, on a vraiment beaucoup de leviers à l'échelle provinciale. Et c'est pour ça aussi qu'on a décidé de s'attaquer au Québec, finalement, au sein du RCCQ. Pas s'attaquer littéralement, là, mais bref, de choisir le gouvernement du Québec là, pour asseoir notre loi cadre. Et finalement, les municipalités, il ne faut pas négliger cette échelle de gouvernance-là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un gouvernement de proximité où on a davantage de contact aussi avec nos élus. Il y a vraiment plus de possibilités de dialogue parce qu'il y a des conseils municipaux à chaque mois. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir de dialoguer avec les instances municipales parce qu'à leur échelle, puis je vais revenir, il y a quand même quelques éléments qui peuvent être mis en place au profit du droit à l'alimentation. Donc, notre démarche au sein du regroupement des cuisines collectives pour le droit à l'alimentation. Notre objectif, c'est cette fameuse loi cadre-là, donc le deuxième niveau le plus puissant finalement pour garantir le droit à l'alimentation. Donc, c'est vraiment ça notre cheval de bataille. Et pour y parvenir, nous, ce sur quoi on mise, c'est sur l'éducation populaire, parce qu'on sait que les droits humains, ils sont bafoués parce qu'on les réclame pas suffisamment dans la population en général. Hein. Ça fait pas nécessairement partie tout le temps de notre discours et de nos revendications. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, de l'insécurité alimentaire, si on le prend par l'autre côté, ce qu'on entend souvent, c'est l'idée de demander du financement pour les banques alimentaires. Parce qu'en ce moment, c'est la seule solution qui nous apparaît concrète. Donc, on parle très peu de droit, de moins en moins de cas, mais on parle très peu du droit à l'alimentation. Pareil pour le logement, on l'entend parfois, mais c'est quand même pas l'argument principal, alors que ce sont des droits fondamentaux qui ont été reconnus, comme vous expliquez. Donc, on mise vraiment sur l'éducation populaire pour essayer qu'on change notre lunette, changer le paradigme, puis qu'on essaie justement de mobiliser ce discours-là, qui est un discours juridique. Hein. Souvent, quand on parle de droits humains, puis surtout des droits socio-économiques, on se fait recevoir comme des gens qui sortent d'un pays de calinours, puis qu'on rêve, c'est ça, on rêve... oui, exact, des militants. Alors qu'on essaie de casser un peu ce regard-là parce que finalement, on est des juristes. Hein? Et puis, c'est un argument qui est très juridique et au final, très peu, qui ne devrait pas être perçu comme un argument politique. Et d'ailleurs, pour avoir eu récemment des discussions avec des représentants de la FAO, c'est vraiment un de leurs arguments principaux de dire la question du droit à l'alimentation, ce n'est pas une question de politique, c'est une question qui est purement juridique. Fait que là, des fois, ça permet aussi de le présenter autrement. Et on mise aussi beaucoup, le RCCQ, on est un organisme communautaire, donc c'est sûr que nous, notre réseau, nos sympathisants proviennent beaucoup du milieu communautaire, mais là, on essaie d'ouvrir aussi nos partenariats, puis de faire comprendre aussi aux organismes qui travaillent pour les enjeux environnementaux, pour les enjeux au niveau de la santé publique, que le droit à l'alimentation a aussi un lien très fort avec les enjeux qui travaillent respectivement. Là, pareil pour tout le réseau là, des producteurs, productrices agricoles. Donc, le droit à l'alimentation, on essaie de montrer qu'il y a du bon pour tout le monde là-dedans.
la démarche du regroupement des cuisines collectives pour le droit à l'alimentation, ça remonte à il y a plusieurs années. Hein. Donc, déjà, je pense que c'est en 2000, là, j'ai une ancienne du regroupement qui est autour de la table, fait que si je dis des niaiseries, ça va paraître. Mais il me semble qu'au début des années 2000, on a adopté une base politique qui intégrait la notion d'autonomie alimentaire. Puis l'autonomie alimentaire, pas dans le sens que le gouvernement l'utilise en ce moment, là, pas l'idée de produire nos propres aliments, mais plutôt de reprendre un pouvoir sur notre alimentation. Et là, bon, ça fait encore partie des valeurs du RCCQ, mais en cours de route et de discussion, il y a bon, des membres du RCCQ, puis dans l'équipe du RCCQ, on a réalisé que je dis on, je n'étais pas là à l'époque, mais on a réalisé que l'autonomie alimentaire, ben, si on lui donnait une vision plus juridique, puis on le rattachait au droit à l'alimentation, ben là, justement, on avait encore plus de poignes, puis ça avait encore plus de valeur d'argumentaire là, pour le faire valoir. Donc, on s'est un peu détaché de cette stricte notion-là d'autonomie alimentaire pour englober la notion de droit à l'alimentation. Et là, bon, le RCCQ a même fait circuler une pétition en 2017 pour le droit à une saine alimentation à l'époque. Donc, on avait ajouté le mot saine. Finalement, aussi, à force de réflexion, le mot saine a sauté de la définition parce qu'on a compris qu'il était compris dans la notion d'adéquation. Et aussi pour éviter l'espèce de dictat autour de la saine alimentation, parce qu'on tombe rapidement là-dedans aussi. Hein, donc, le droit à l'alimentation, mais pas n'importe quelle alimentation. On a juste le droit de manger des choses qui sont bonnes pour notre santé. Et là, ça vient aussi avec un regard qui est souvent pernicieux sur les autres cultures alimentaires que la nôtre. Fait que ça peut être glissant comme terrain. Donc, on a retiré le saine alimentation, puis on parle davantage d'alimentation adéquate pour éviter ces glissements-là. Donc, bon, la pétition a circulé, tout ça. Après ça, le RCCQ a créé un comité sur le droit à l'alimentation et c'est là que des personnes plus externes à l'organisation, dont moi, on est entrés dans les discussions. Et là, moi qui faisais mon doctorat là-dessus et d'autres acteurs, je pense notamment à une doctorante en communication, on est venu apporter un nouveau regard et notamment le regard plus juridique. Puis on a travaillé davantage sur le contenu juridique du droit à l'alimentation pour justement commencer à mobiliser les gens pour faire de l'éducation populaire là, plus concrète sur l'aspect juridique de la chose. Donc, de fil en aiguille, on a eu un financement aussi dédié à ce projet-là au sein du regroupement des cuisines collectives. Et en 2023, on a 2 collègues qui sont partis en tournée partout dans presque toutes les régions du Québec pour entendre ce que les membres du RCCQ, les partenaires, avaient à dire sur le droit à l'alimentation, quel écho ça avait dans leurs régions respectives. On est allé, par exemple, en Côte-Nord et de la Madeleine, Gaspésie, où là, les enjeux de pêche, par exemple, d'accès aux sources d'eau avaient une connotation très, très particulière. Aussi, on est allé dans des régions où il y avait des communautés autochtones, des régions éloignées où l'enjeu d'accessibilité physique prenait vraiment une importance là, capitale. Donc, on a entendu tout ça, on a produit un rapport pour mettre ça, poser ça sur papier. Et là, le RCCQ a ouvert un poste pour charger de projet de droit à l'alimentation. Et là, je suis passée de bénévole à employé du RCCQ. Et là, on a mis, avec ce poste-là d'ouvert, on a pu vraiment mettre les bouchées doubles sur la mobilisation. Et là, à partir de 2023, plein gaz sur le projet, on a mis sur pied, on a élaboré un site Internet sur le droit à l'alimentation. Vous allez l'avoir dans la présentation. Donc, l'idée de vulgariser ce droit-là, de faire des ateliers aussi. Je me suis beaucoup promenée dans les dernières années, faire des ateliers, autant dans les milieux plus institutionnels que parmi les organismes communautaires dans différentes régions. Puis, c'est quelque chose qui a vraiment fonctionné. Donc là, on a vraiment beaucoup de nouveaux ambassadeurs, je dirais, du droit à l'alimentation. Donc, ça percole l'idée c'est justement l'éducation populaire, puis de faire changer les gens de paradigme, de décider consciemment de ne plus parler, par exemple, de sécurité alimentaire, mais d'utiliser le terme droit à l'alimentation. On en a on a des organismes membres qui ont décidé d'inclure le droit à l'alimentation dans leur mission, dans leur organisation. Fait que là, dans les demandes de financement, par exemple, on voit apparaître le terme. Ça donne un nouveau souffle aussi, puis ça fait vivre le droit à l'alimentation. Du moins, on le nomme et on le revendique, ce qui change tout quand même. On vient aussi tout juste de lancer une capsule vidéo sur le droit à l'alimentation qui est encore là, disponible sur notre site. Donc, une petite capsule de 4 minutes où on vient imager, vulgariser le droit à l'alimentation. Fait que ça fait vraiment partie de notre démarche. Puis, à travers tout ça,
On essaie encore là de parler, de dialoguer avec différents acteurs des secteurs auxquels on n'appartient pas. Puis là, je pense justement au milieu, d'ailleurs, Équiterre fait partie de notre comité aviseur pour un événement qu'on organise. Je vais vous en parler dans un instant, mais aussi on discute avec les organismes de producteurs agricoles. On essaie aussi de mobiliser le milieu académique, par exemple, et dans différents secteurs. On a des nutritionnistes autour de la table, autant que des gens qui travaillent plus globalement en santé publique, comme je vous disais. Fait qu'il y a vraiment, ça percole dans différents secteurs, puis c'est, je pense, qu'il va faire la force de notre mobilisation. Et le fameux événement, donc pour lequel je vous parlais d'un comité aviseur, c'est qu'on est en train d'organiser un sommet national sur le droit à l'alimentation qui va avoir lieu en avril 2026 à Sherbrooke. Et je vais vous expliquer pourquoi Sherbrooke aussi dans un instant. Le sommet national sur le droit à l'alimentation, comment on le voit, c'est l'idée de faire converger tous les secteurs vers cette vision-là qu'on aspire pour le droit à l'alimentation, la fameuse loi cadre sur le droit à l'alimentation. Et pour y parvenir, pour assurer aussi la mobilisation de tous les secteurs, on va tenir dès la fin du mois d'octobre, sur à peu près 2 semaines, une série de pré-sommets sur le droit à l'alimentation, donc des sommets à la fois sectoriels et transversaux, donc une série de 8 sommets pour entamer un dialogue justement entre les acteurs des différents secteurs, faire émerger les défis, on les connaît, hein, mais des fois c'est peut-être pas, c'est pas la même chose que les gens en discutent entre eux, qu'on puisse faire des liens aussi entre ce qui est vécu dans les différentes régions. Mais surtout, ce qu'on veut, c'est aussi faire émerger des visions d'avenir, puis faire converger tout ça entre les secteurs pour essayer d'établir un espèce de tronc commun de valeurs sur lesquelles tout le monde s'entend. La raison pour laquelle on fait ça comme ça aussi, c'est qu'on a vu, hein, j'observe beaucoup ce qui se passe dans les autres pays et j'observe surtout ce qui se passe présentement en France où ils sont en train de faire une démarche similaire. Ça s'est fait aussi dans le canton de Genève. Donc, c'est intéressant de voir comment eux, ils ont réussi à travers ce genre d'événement-là à faire converger là, des visions qui, au départ, peuvent sembler diamétralement opposées. Donc, des producteurs, productrices agricoles et des mangeurs-mangeuses qui n'ont pas nécessairement tout le temps l'occasion de se parler, hormis dans des marchés publics un samedi matin. Là. Donc, on pense qu'on a des visions opposées du système alimentaire et au final, quand on discute ensemble, c'est vraiment plus similaire qu'on le croit. Donc, les pré-sommets, quelques exemples des thématiques, ça peut passer de production, transformation agroalimentaire à décolonisation, démarchandisation et enjeux de genre dans l'alimentation. Donc, on est vraiment dans différents spectres. On a aussi un pré-sommet là, qui est très populaire en ce moment. Les inscriptions sont ouvertes, multiples visages de l'insécurité alimentaire. Donc, ça, je pense que c'est un enjeu qui suscite beaucoup de colère, d'indignation, mais aussi d'intérêt. Donc, je pense que ça va être très, très intéressant de voir qu'est-ce qui va ressortir de ces pré-sommets-là. Les discussions vont être aussi posées sur papier. On va faire un mémoire là, issu de ces discussions-là, puis aussi d'un portrait plus global là, du système alimentaire. Et ce mémoire-là va nous servir à poser les prémices de la loi, la fameuse loi cadre qu'on revendique. Donc, une loi cadre, qu'est-ce que c'est? Non, je suis en train de me... OK. On va passer d'abord sur les fameuses prémices de la loi cadre. Je vais vous expliquer après ce que c'est une loi cadre. Donc, ces constats-là, les défis, les opportunités et les visions qui vont émerger des pré-sommets et qui vont nous emmener jusqu'au sommet, c'est vraiment ce qui va légitimer, poser les prémices de la fameuse loi cadre. Une loi cadre, là, comme je vais vous l'expliquer après, c'est vraiment pas une loi qui est étoffée. Il n'y a pas beaucoup de détails dans une loi cadre. C'est une loi squelette là, où on vient poser les principes du droit à l'alimentation, on vient mettre en place les mécanismes pour sa mise en œuvre, mais il y a très peu de chair autour de là. Donc, c'est pas là qu'on va venir justement asseoir en détail qu'est-ce qui va en découler. Mais le mémoire et les discussions vont venir envoyer un message clair au gouvernement, d'une part que la loi cadre, elle est nécessaire, qu'elle est revendiquée par les différents secteurs du système alimentaire, y compris les mangeurs-mangeuses, mais aussi que les secteurs sont prêts pour l'après-loi cadre. Parce que c'est souvent là que l'enjeu, c'est le nerf de la guerre, après ça, la mise en œuvre de cette loi cadre-là. Si les acteurs sont prêts justement à enclencher sa mise en œuvre, bien, ça donne une force, ça donne la légitimité à la loi cadre. Et ça montre aussi qu'on est prêt à, quand on revient aux valeurs du droit à l'alimentation, à participer à sa mise en œuvre. On a le pouvoir d'agir, on a les connaissances nécessaires pour le faire, puis surtout, on a la même vision d'avenir qu'on va avoir justement établie à l'issue de ce processus-là.
Et là, hier, justement, j'ai fait une présentation où on a testé cette image-là du train, puis là, je vais y apporter un bémol. J'ai ma collègue Béatrice dans la salle qui me regarde avec un sourire parce qu'on s'est fait dire que c'était peut-être pas la meilleure image, fait qu'on va la changer. Donc, l'idée de la fameuse loi cadre, je vous ai dit, c'était une loi squelette qui est très peu étoffée et qui va servir à mettre en branle le processus de garantie du droit à l'alimentation. Et là, on voulait vous emmener à visualiser le droit à l'alimentation comme un train. Et là où on s'est fait justement challenger hier, c'est nous, on disait la locomotive, c'est comme le gouvernement et les wagons, c'est tous les secteurs des systèmes alimentaires. Puis, il y a quelqu'un qui nous a dit, ben moi, j'aime pas ça, sentir qu'on est à la remorque de la locomotive. Nous, on veut être la locomotive, puis le gouvernement doit mettre du charbon. Là, j'ai dit, ben, OK, là, le charbon, après ça, nous, on est plus mode électrique, là, parce que si on veut respecter la durabilité. Mais donc là, on voit qu'il faut quand même modifier notre affaire. C'est vrai qu'on ne veut pas se faire tirer nécessairement par le gouvernement. On veut conduire le train. Fait à revoir, mais vous comprenez le principe que les wagons, c'était tous les secteurs qui étaient rattachés puis qui donnaient la raison d'être, finalement, du droit à l'alimentation, qui amenaient leur vision, leur perspective. Et la loi cadre, c'est finalement les rails. Donc, on sait où on veut s'en aller. Alors, on vient poser tous les rails pour arriver à toutes les portions des rails pour arriver à destination. Puis, ça nous empêche aussi de dérailler. Ça nous oblige aussi à rester ancrés dans cette vision-là. C'est un peu ça le portrait, mais là, à revoir pour les wagons, la locomotive, on l'entend. Et c'est quoi la vision que porte concrètement le droit à l'alimentation? Ça, c'est quand même important parce que ça peut sembler abstrait. Qu'est-ce que ça va donner en principe une fois que le droit à l'alimentation va être garanti? Bien, déjà, c'est de venir assurer une cohésion dans le système alimentaire puis assurer un équilibre aussi entre toutes ces parties prenantes. En ce moment, il y a des gros joueurs qui tirent un peu les ficelles. Donc, l'industrie prend beaucoup d'espace. Puis quand je parle de l'industrie, je ne parle pas nécessairement de nos producteurs productrices dans le champ. C'est vraiment à un autre niveau où ça se joue. Puis finalement, nos producteurs productrices n'ont pas nécessairement leur mot à dire et souffrent de multiples maux, là, donc financiers et même au niveau de la santé mentale. C'est un des métiers où on compte le plus de suicides, notamment. Il y a aussi vraiment une difficulté d'avoir de la relève. L'âge moyen des agriculteurs, je pense, autour de 55 ans. Donc, corriger les inégalités, justement, prendre en compte les discriminations structurelles aussi au sein du système alimentaire. Donc, les inégalités sociales qu'on observe dans la société, forcément, elles existent aussi au sein du système alimentaire. Il y a beaucoup de gens issus d'immigration, par exemple, qui travaillent dans des conditions vraiment abominables dans différentes sphères du système alimentaire, pas juste dans les champs, je le disais, au niveau aussi des usines de transformation, mais même aussi dans les commerces. Donc, souvent, les personnes qui travaillent dans les épiceries, ce n'est pas les personnes seulement avec les meilleures conditions de travail. Agir aussi sur les interdépendances. On a cette tendance-là au Québec et dans beaucoup de milieux, dans beaucoup de pays et de provinces d'ailleurs, de penser les choses en silo. Et en alimentation, c'est vraiment flagrant. Donc, on vient d'avoir justement 2 politiques qui viennent de sortir, une politique de prévention en santé et une politique bioalimentaire. Puis il y a très peu d'écho. En tout cas, c'est très peu lié alors que les deux sont vraiment au cœur des enjeux de sécurité alimentaire et de droit à l'alimentation. Donc, l'idée aussi d'avoir un regard d'ensemble qui de venir rattacher tous ces secteurs-là. D'ailleurs, la loi cadre, c'est un peu son rôle. Donc, une loi cadre, c'est l'idée d'avoir une loi qui est plus intersectorielle, dans laquelle les différents ministères vont être impliqués. Parce que l'alimentation, ça ne touche pas juste... en fait, étrangement aussi, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation considère que la sécurité alimentaire n'est pas de son registre. Donc, on a vraiment une vision plus économique de l'alimentation. Alors, on relaie ça au ministère, par exemple, de la Santé et des Services sociaux un peu, puis du ministère de l'Action communautaire, parce que, bon, c'est par là que les banques alimentaires sont régies, gérées. Donc, il y a vraiment cette idée-là d'amener un regard plus systémique, plus global sur le système alimentaire. Et le droit à l'alimentation aussi, ça change toute la gouvernance de nos systèmes alimentaires, notamment à travers les valeurs du cadre Panthère, mais aussi à travers cette obligation-là
qu'auront les gouvernements à mettre en place un mécanisme intersectoriel, mais aussi plus participatif pour réfléchir à l'avenir de nos systèmes alimentaires. Et c'est là que ça devient intéressant d'avoir la loi cadre, c'est que ça va devenir une obligation pour le gouvernement de mobiliser, d'interpeller, d'impliquer les représentants des différents secteurs autour de la table, puis de manière équitable, encore là, pour pas qu'il y ait de voix qui portent plus que d'autres, puis de venir décider ensemble de la vision d'avenir qu'on a. Et là, au-delà aussi l'importance de faire ce processus-là qu'on a entamé, là, de commencer les discussions, commencer les dialogues, de briser les silos, puis de faire asseoir les gens ensemble autour de cette vision commune. Ce qui m'amène à mon sujet préféré, l'échelle locale en renfort. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est 3 outils qu'on a créés. Le premier, vous voyez, c'est l'alimentation comme moteur de développement municipal. Ça a été créé avec le Forum SAT, donc le Forum sur les systèmes alimentaires territoriaux, qui font un travail fantastique pour promouvoir les systèmes alimentaires territoriaux au Québec. Donc, c'est un outil c'est un guide qui se veut un outil pour les futurs candidates aux élections municipales, qui montre comment l'alimentation, finalement, est un levier vraiment intéressant pour agir sur différents champs de compétences qui sont déjà dans leur assiette. Je pense notamment à l'urbanisme, le zonage, le développement social à l'échelle locale, tout ce qui est aussi gestion des matières résiduelles, le compostage. Donc, il y a vraiment beaucoup de leviers à l'échelle locale qui sont intéressants. Le deuxième, c'est ma chère collègue Béatrice qui est dans la salle qui l'a rédigé. Donc, là, on est vraiment à l'échelle plus citoyenne ou au niveau des organisations. C'est l'idée d'outiller les personnes et les organisations à interpeller les futurs candidates pour leur demander des engagements autour du droit à l'alimentation. Et le troisième, c'est ma thèse qui porte, là, c'est une lecture un peu plus costaud, là, on s'entend, hein, c'est pas un guide de 20 pages, là, mais qui porte spécifiquement sur le rôle des municipalités dans la garantie du droit à l'alimentation. Et là où je veux vous emmener avec ça, c'est que c'est souvent difficile d'avoir une voix aux échelons supérieurs de gouvernement. Et à l'échelle locale, c'est une échelle qui fonctionne. On le voit, les municipalités aussi prennent vraiment en charge plusieurs enjeux qui ne sont pas nécessairement de leur registre. On le voit au niveau de l'itinérance, la crise du logement, l'environnement aussi. Les municipalités sont vraiment au front. Il y a des villes qui font qui innovent vraiment. Je pense notamment à la ville de Prévost qui a adopté une redevance réglementaire là, au niveau des emballages plastiques et l'argent est réinvesti là, localement. En alimentation, il se passe aussi beaucoup de choses à l'échelle locale, notamment sous l'impulsion des systèmes alimentaires locaux, territoriaux. Mais il y a vraiment, sans créer de nouvelles compétences municipales, l'alimentation peut justement devenir un levier pour agir sur différents problèmes locaux. Tu sais, les enjeux d'insécurité alimentaire se vivent beaucoup à l'échelle locale, on le voit, et on comprend que ce n'est pas avec un jardin communautaire qu'on va régler l'insécurité alimentaire. Mais en réfléchissant autrement l'aménagement pour notamment favoriser le développement de commerce de proximité, il peut y avoir congé de taxes, par exemple, municipal pour un commerce d'alimentation qui vient s'installer dans un désert alimentaire. Ça peut être de développer une politique alimentaire locale. Ce qui est très en vogue en ce moment, c'est le développement de plans de développement d'une communauté nourricière, un PDCN. Et ça fonctionne vraiment, là, les municipalités. C'est un processus qui est très participatif, assoit les différents secteurs à l'échelle locale, réfléchissent ensemble à leur vision du système alimentaire de leur localité ou de leur région et mettre en place une politique qui va refléter tout ça, qui va emmener aussi différents engagements. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu observer ce qui s'est fait à l'échelle municipale dans la ville de Sherbrooke, où on va tenir notre fameux sommet national sur le droit à l'alimentation, où là, on a pu observer la première ville qui a reconnu explicitement le droit à l'alimentation dans sa charte alimentaire qui fait partie du fameux PDCN. Donc, Sherbrooke, ce qui s'est passé, c'est qu'à la première étape de ce processus-là d'élaboration de leur PDCN, ils ont appelé différents acteurs de la ville, différents services aussi de la ville. C'est ça qui est intéressant aussi à l'échelle locale, c'est que les silos existent beaucoup moins. Là, on avait, par exemple, le service du développement économique, développement social, environnement, qui était autour de la table aussi pour ce processus-là. Et il y avait des citoyens et citoyennes, des organismes communautaires, des producteurs, le marché public, tout le monde était autour de la même table. C'est une assez grande table, on s'entend. Et là, moi, j'ai eu la chance de pouvoir présenter sur le droit à l'alimentation au tout début du processus.
Et l'idée a fait son chemin. C'est revenu à chacune des consultations, donc cette idée-là d'utiliser le droit à l'alimentation comme cadre pour la politique. Et c'est devenu aussi le sujet, l'élément chouchou de ce PDCN-là. Donc, les gens ont voté après ça pour leur élément qu'ils voulaient absolument voir dans le PDCN. Et c'est cette charte-là avec le droit à l'alimentation qui est ressortie. Puis, bon, ça a été débattu à la Commission de développement économique, ça a été débattu après ça en comité plénier et ça a passé au Conseil de ville. Donc, c'est vrai, c'est devenu réalité début septembre, c'est tout frais, tout chaud. Puis, c'est vraiment la première ville qui reconnaît, là, on a tout un préambule qui explique le droit à l'alimentation, qui explique comment la ville s'engage à la hauteur de ses compétences, on s'entend, à garantir ce droit-là, puis à l'utiliser là, dans la mise en œuvre des différents éléments de la politique. Fait que pour nous, c'est une énorme réussite qui montre que ça peut fonctionner à l'échelle locale. D'ailleurs, dans ma thèse, je me suis penchée, mon cadre théorique portait sur les droits humains dans la ville. Et ce que j'ai observé, c'est qu'au-delà du droit à l'alimentation, l'échelle locale est tout à fait appropriée pour faire vivre des droits humains, encore là, dans la limite de leurs compétences. Ils ne peuvent pas nous apporter un revenu suffisant ou, bon, agir à plus grande échelle, mais c'est un terreau fertile pour faire émerger ces droits-là. Fait que le pari qu'on prend, moi, j'avais fait le pari que Sherbrooke allait adopter. Fait que on va faire d'autres paris comme ça a l'air de marcher. C'est qu'il y a plus de municipalités qui vont emboîter le pas et que finalement, ça va devenir une voie de plus pour plaider en faveur de la garantie des droits humains, mais plus spécifiquement des droits socio-économiques et du droit à l'alimentation. Donc là, dans cette démarche-là de reconnaissance du droit à l'alimentation, nous, on a l'impression que les municipalités vont être des alliés de taille pour cette lutte-là en faveur là, de l'adoption d'un projet de loi cadre. Fait que, dans ce contexte-là, où je vous disais de campagne municipale, je pense que c'est une échelle à ne pas négliger. On le voit dans les statistiques, souvent les gens hésitent à aller voter, l'échelle municipale, il ne se passe pas grand-chose, mais au contraire, je pense qu'en ce moment, c'est vraiment, on est à un virage, là, puis c'est très, très, très important d'investir l'échelle locale. Nous, on le dit au RCCQ, le Forum SAP le dit, mais il y a aussi des organismes là, qui travaillent dans différents secteurs qui ont remarqué aussi là, ce pouvoir-là de l'échelle locale. Fait que je pense qu'il faut investir nos milieux de vie puis revendiquer les droits à cette échelle-là. Je pense que ça fait le tour. Je ne suis jamais mes notes. Je pense que j'ai tout couvert. Mais voilà. Merci beaucoup. Merci Jessica, c'était non seulement très intéressant, mais aussi stimulant, dynamique, axé sur l'action, donc c'est porteur d'espoir aussi, parce que quand on s'intéresse aux droits économiques, sociaux et culturels, on est souvent déprimé. Alors, merci beaucoup pour ça. Et bravo pour cette mobilisation autour de la reconnaissance du droit à l'alimentation. C'est vraiment bravo à toute l'équipe et les partenaires du RCCQ. Là, j'ai ma collègue qui est là, mais on est plein de petites abeilles derrière ça. Mais c'est vraiment, je trouve, en tout cas, vraiment, une reconnaissance concrète avec possiblement des effets là, qui vont découler de ça. Donc, bravo, bravo. Donc, j'ai de nombreux commentaires, questions, etc., mais je préfère laisser la parole, bien sûr, à la salle. Donc, est-ce que certaines personnes ici souhaiteraient intervenir? Ici, sur place ou bien à distance, c'est possible également. Pardonnez-moi, je veux juste vérifier un point avec Camille. Camille, qui est notre coordonnatrice. Camille, est-ce que les personnes à distance doivent préférer utiliser le fil de discussion ou ouvrir leur caméra et puis parler? Les deux. Les deux sont possibles? Les deux moyens sont possibles? À la fois le chat ou ouvrir leur caméra. OK. Très bien, merci beaucoup. Alors, la parole est à vous. Bonjour, mon nom est Ismaël Aliya, je suis le secrétaire général du comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Je pense que ça va dire quelque chose à Jessica. Oui. Donc, mais merci beaucoup pour la présentation qui était très pertinente et je trouve très adéquate et surtout en ces moments-là où on vit vraiment des choses qui sont particulières dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et je pense que tu l'amènes bien sur le fait que le premier réflexe, souvent dans les politiques publiques, c'est d'apporter de l'aide aux banques alimentaires, donc de soigner le symptôme, mais pas de s'attaquer à la cause profonde de l'insécurité alimentaire. Donc, on s'entend que l'une des causes principales, et même dans la définition de l'insécurité alimentaire,
c'est l'accès à des revenus insuffisants. Donc, j'aime bien l'idée de loi cadre, en fait, qui vient camper un peu le décor pour le droit à l'alimentation. Mais je réfléchissais là à voix haute, je me disais, bon, pour passer du risque, là, je me dis, qui dit droit, dit sanction aussi. Mais on parle de tabou, etc. On s'entend que les droits sociaux, comme vous le disiez si bien, là, c'est des droits qui sont un peu relégués, là, parce qu'il n'y a pas de sanction. Donc, les États, ils sont dans le déclaratif, mais l'engagement des États ne va pas aussi loin. Donc, le devoir n'est pas accompli. Et quand le devoir n'est pas accompli, vers qui on se tourne? Donc, souvent, les organismes communautaires vont se ruer dans les rues, etc., ou vont faire des représentations. Et je me demandais, pour ne pas trop monopoliser la parole, quel lien vous pourriez faire entre cette loi cadre-là aussi et le droit des personnes à avoir, en fait, une couverture suffisante de leurs besoins de base. Parce que le droit à l'alimentation découle, en fait, de ce droit-là. Et tant que ce droit-là n'est pas, en fait, mis en place, on aura peut-être un peu de mal. Et pourquoi aussi vous ne vous accrochez pas à des lois qui existent comme la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale? Et je pense à un de ces articles, l'article 20, qui est une clause d'impact, mais qui n'est pas très fort. Donc voilà, mais en tout cas, merci beaucoup. Ben, merci pour la question. Je vais l'aborder d'abord parce que la loi pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, souvent on se le fait dire, ah, mais il y a déjà cette loi-là, puis elle n'a pas eu les effets escomptés. Comment la vôtre va fonctionner avec l'exemple qu'on a eu? Le problème avec cette loi-là, la loi pour lutter contre la pauvreté, c'est qu'elle oblige le gouvernement à adopter un plan d'action. Ce qu'il fait. Souvent en retard, mais il le fait. C'est fait. L'obligation qui nomme la loi, elle est faite. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour la loi cadre, on va vraiment se fier à ce que la FAO a tout justement un modèle de loi cadre à suivre. Donc, on est vraiment ancré là-dedans. Puis, on a des discussions aussi avec différents représentants politiques autour de la loi cadre. Puis, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on tient mordicus à être impliqué dans la rédaction puis à vraiment surveiller cet élément-là spécifique pour que l'obligation soit celle de garantir progressivement le droit à l'alimentation et non pas d'adopter des plans d'action, des programmes qui finalement peut-être ne seront pas à la hauteur. Puis l'enjeu avec les droits existants, c'est justement que ça a déjà été testé devant les tribunaux, ça n'a pas fonctionné. Donc là, on essaie de passer par une autre voie, puis encore là, sous des enseignements de la FAO puis de ce qui se fait ailleurs. Donc, cette loi-là viendrait justement ancrer le droit dans notre système juridique, puis nous donnerait droit à réparation en cas de non-respect. Ah oui? Ben oui, techniquement, c'est ça qui se passe. Mais encore là, on ne peut pas le faire avec la loi pour la pauvreté parce que là, on pourrait juste plaider qu'ils n'ont pas adopté le plan d'action. Fait que là, c'est vraiment sur est-ce que notre loi va avoir des dents ou pas? Puis là, on comprend le processus politique, ça se peut qu'elle soit édentée en cours de route. Mais nous, notre objectif, c'est qu'elle passe intacte pour garder cette garantie-là. Puis la garantie, je ne l'ai pas expliqué, là, mais le droit à l'alimentation, ce n'est pas du jour au lendemain, c'est un processus. Mais l'idée, c'est la garantie progressive du droit à l'alimentation, puis c'est ce qui nous oblige à ne jamais reculer. Fait que je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Okay. On va mener la réflexion aussi. De toute façon, ça parlera. Ben oui, certainement. Ouais. Allez-y. Bonjour. D'abord, bravo. C'est vraiment une magnifique présentation, très, très stimulante, très sérénisante aussi. Ça donne des moyens d'accès. Ça ne fait pas juste des constats. Moi, je suis une ancienne coordonnatrice sur le regroupement de cuisine collective dans les années 2010 à 2014. Et ce que je trouve intéressant de la notion du chemin qui a été fait, du chemin qui a été parcouru, puis d'en arriver à la notion de droit à l'alimentation, c'est que ça n'évacue pas. Au contraire, ça valorise le pouvoir des acteurs sociaux et des individus, des communautés et donc des différentes échelles de gouvernement. Et ça me semble très important. Parce qu'un droit qui n'est pas porté par des gens qui le font respecter, ben, il reste non-agissant. Un droit, ça se fait respecter, puis pour se faire respecter, il faut que les gens s'impliquent. Et ça, pour moi, c'est assez fondamental. Et on l'a vu dans toute l'histoire du mouvement syndical et communautaire, si les acteurs sociaux ne s'impliquent pas, si les gens ne prennent pas ça à cœur et ne sentent pas leur propre responsabilité, ben, ça reste non-agissant. Je voulais dire un petit mot sur la question des plans d'action. Moi, mon expérience de la question des plans d'action qui suivent une loi cadre ou une politique cadre, c'est que ça dépend de ce que tu mets en parler dans le plan d'action. Alors, il faut s'impliquer à toutes les étapes
sur le plan juridique de toutes les définitions, parce que sinon, effectivement, ce n'est pas opérationnel. L'intérêt des plans d'action, c'est ça vient avec des budgets. Une politique cadre, une loi cadre ne vient pas avec des budgets. Donc ça, c'est majeur. Et ça se renégocie constamment. C'est toujours, les suivis sont très longs, ça peut prendre des fois 2 mois, 3 ans avant de voir un plan d'action, mais ça te donne des outils pour intervenir. Dernière observation que je voulais faire, c'est que par le passé, on a aussi été en lien au RCCQ et d'autres organismes avec non seulement la FAO, mais par exemple via Campesino, qui est le mouvement plus des cultivateurs, des producteurs. Et il y avait tout un courant, puis il y a encore, je crois, vers la souveraineté alimentaire, concept englobant. Et le défaut qu'on voyait à l'époque, en même temps, c'était passionnant, ça impliquait les producteurs, ça nous mettait en lien avec les producteurs, ou surtout pour ce qui est des consommateurs. Je n'ai jamais aimé beaucoup le mot consommateurs. Les mangeurs, c'est que la notion de souveraineté alimentaire s'appliquait davantage justement aux producteurs et aux populations. Mais le rôle des individus était comme un peu évacué. Le rôle des mangeurs-mangeuses ou le rôle des petites communautés. Et dans ce sens-là, je trouve que la notion de droit à l'alimentation est plus englobante et plus impliquante à quelque part, et elle implique tous les niveaux possibles d'action, d'intervention, et ça n'exclut pas le militantisme. Ça inclut toutes les dimensions de qu'est-ce qui apporte un changement social et un changement social durable. Alors, on va mettre merci. Puis venant d'une ancienne coordonnatrice du RCCQ, c'est vraiment très intéressant d'avoir évoqué le cheminement, je trouve ça très bien. Et je suis d'accord avec la critique de la locomotive. Oui, c'est vrai, on va la prendre en compte avec À propos de la locomotive, moi j'ai eu une idée. Jean Desjardins, je me suis présenté tantôt, Jean Desjardins, du Centre de recherche en imagerie populaire. J'ai été associé au département de communication de l'UQAM. Vous êtes impliqué dans la démarche. Oui, puis on fait une démarche conjointe avec le RCCQ pour préparer une exposition sur le droit à l'alimentation. L'inauguration de l'exposition, ça va être à l'Écomusée du Fiermont le 30 août 2026. Donc, cette année. D'autres années. C'est une année charnière, puis il va y avoir c'est une exposition qui est prévue pour être itinérante. Donc, actuellement, on essaie qu'elle soit acceptée dans des lieux dans toutes les régions du Québec. Donc, là, actuellement, on est dans une grosse campagne d'offres de cette exposition-là en Abitibi, la Naudière. On essaie de couvrir le territoire, là. Puis on va avoir on dépose une demande de subvention au Patrimoine Canada pour la circulation de cette exposition-là, mais c'est quand même des coûts assez importants. Le 1er novembre. Donc, d'ici ce temps-là, on essaie d'avoir le plus de mobilisation possible d'accueil, de lieux d'accueil. Mais concernant le train, je me dis que c'est vrai qu'il pourrait fonctionner à l'électricité, donc Hydro-Québec, ou je ne sais pas, une redevance d'Hydro-Québec pour faire fonctionner le train. Mais ce que je me disais, c'est que le train, il faut qu'il y ait des gares. Il faut avoir comme une série de gares. Moi, je voyais la première gare, c'est dans les écoles, tous les enfants doivent avoir des déjeuners. Comme des jalons. Comme un jalon. Ça serait la première gare. Parce que ça va mobiliser des gens. Dire, ah oui, nous, ça, on veut ça. La deuxième gare, je ne sais pas, mais je pense que vous serez capable d'élaborer comme dans Vladimir, c'est un peu comme on y va étape par étape. Puis ça, je pense que l'alimentation dans les écoles, tout le monde tout le monde va être d'accord avec ça. Plus ça va s'avancer avec des gares plus lointaines, mais là. Il va y avoir de la brousse, là. Il va y avoir de la forêt, il va y avoir des choses à débroussailler, mais je me disais, moi, j'aimais ça l'idée de. Tu sais, il y a souvent ces idées comme au logement, en fait, de la caravane. L'idée d'une démarche, on part d'un lieu, puis on veut arriver à un autre endroit. Donc, je me disais qu'il y avait peut-être quelque chose à faire avec le train, mais peut-être le charbon. C'est peut-être pas l'actualité. En effet. Dans les lieux de votre tournée, j'espère que vous avez prévu l'Assemblée nationale. Non. Parce qu'il y a un espace citoyen à l'Assemblée nationale, ça serait particulièrement adapté. J'ai communiqué avec la bibliothèque ici à l'Université Laval. Ah, c'est aussi un excellent lieu pour l'exposition. J'ai envoyé l'offre, on va leur donner des données techniques parce qu'ils veulent savoir l'espace, la quantité. Oui, parce qu'on essaie d'avoir, c'est ça, je me suis dit, bon, j'ai vu qu'il y avait une autre galerie,
mais c'est plus réservé aux artistes que j'ai compris, là. Mais en même temps, la galerie à l'Université Laval, il me semble qu'elle est vide pendant tout l'été. Donc, je me disais peut-être le mois de juin ou le mois d'août, en tout cas, si jamais, tu sais, mais si j'avais des C'est sûr que questions. moi, j'ai envie de dire, ben oui, c'est Non, mais- encore mieux. Mais l'Assemblée Mais- nationale, c'est aussi un endroit qui est, je veux dire, assez fort, là, symboliquement. Ouais. Puis c'est l'occasion peut-être d'organiser une visite guidée avec nos députés. En tout cas, je ne vais pas commisser. Non, mais c'est une Mais excellente ça, idée. tu sais, les députés, ça, c'est sûr. Ouais, ah oui. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ouais, Il faut essayer de les convaincre il y a même, je pense, le Parti québécois qui ont même fait une affiche là-dessus. On l'a fourni Oui, c'est vrai. Ouais. au cadre d'envoi, leur rappel, puis ils ont fait une affiche là-dessus. Oui, c'est vrai. Leur rappeler à leur mémoire, tu sais, essayer que ça bouge un peu. Je me permets de prendre le chat parce qu'on a Jean-Claude Fortier qui pensait à une idée de remplacement pour le train. Bien, on recueille les... Donc là, il proposait un diagramme de Venn où au milieu, il y aurait le droit à l'alimentation et puis en périphérie, tous les acteurs concernés. Voilà. OK. Ouais. Un diagramme de Diagramme de Venn. veine. Ouais. Ah. Ouais, c'est les. Je pense que c'est Les ronds, là. Ouais. Ah, c'est les ronds, le diagramme de Ouais, Venn? ouais, ouais. Je lis en même temps Yvon Duplessis qui dit exposé des plus intéressants. Madame Dufresne connaît fort bien son sujet. Je suis choquée d'apprendre que 20% de la population québécoise souffre d'insécurité alimentaire. C'est pas la En effet. Ouais, je pense qu'on n'entend pas assez cette statistique-là. C'est l'augmentation, je trouve, avec les années. Oui, oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, ça me permet de préciser, tu sais, on n'est pas contre les banques alimentaires, là, évidemment. Oui, là, oui, puis ils font un travail extraordinaire, là, parce que aussi, des fois, tu sais, sauf que, puis le réseau le dit lui-même, là, ils sont juste à pleine capacité, ils ne fournissent plus. Fait que je pense que les banques alimentaires vont toujours avoir leur place pour les situations d'urgence, mais là, c'est vraiment, on ne parle plus d'une situation d'urgence, on parle de quelque chose qui est institutionnalisé. Juste qu'on s'entende là-dessus. Ouais. Ben, tant qu'à faire des précisions, moi aussi, je voulais rebondir sur votre commentaire en disant que je ne suis pas du tout contre l'idée que les mouvements sociaux se saisissent des droits au contraire. Mais quand j'ai fait la remarque tout à l'heure militant, c'est que souvent dans le milieu juridique, lorsqu'on travaille sur les droits économiques, sociaux et culturels, face à nos collègues constitutionnalistes ou autres types de collègues, autres types de collègues dans d'autres domaines du droit, parfois on est obligé de démontrer la pertinence juridique de notre travail. C'était plus dans ce sens-là que j'évoquais cette étiquette qui nous est parfois accolée. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Moi, je vais rebondir sur ce que vous disiez, sur les droits sociaux et ceux qui travaillent sur les droits sociaux. Le commentaire, on peut le généraliser. Parce que même les personnes qui veulent faire prévaloir leurs droits, en fait, font l'objet de préjugés aussi. C'est vrai. Donc, finalement, on est dans cet environnement-là où les droits sociaux sont comme réduits un peu à néant. Déjà, le fait de ne pas les reconnaître bien joué, de ne pas les reconnaître suffisamment, ou de les reconnaître que quand, en fait, ça arrange politiquement. Donc, ça veut dire qu'on a une sorte de baromètre. C'est une sorte de baromètre. Quand ça va bien, on n'en parle pas. Quand ça ne va pas bien, on en parle, mais on en parle d'une façon un peu plus instrumentale, on va le dire comme ça. Mais en réalité, pour moi, ça doit correspondre à une vision de la société qui traverse les oppositions politiques, etc. Est-ce qu'au Québec, on est capable de construire une vision sociale où il y a un minimum de droits socio-économiques qui sont respectés? Je pense que le droit à l'alimentation, je le verrais plus comme un portefeuille, comme une sorte de poupée russe avec d'autres droits qui doivent être obligatoires. On parle beaucoup des pays nordiques où on assure un certain bien-être aux populations, à certaines populations, c'est-à-dire c'est un minimum vital. C'est une question de survie qu'on doit assurer aux personnes qui vivent sur notre territoire pour que ces personnes-là puissent en fait vivre leur plein potentiel, comme on dit dans le jargon. Et je revenais un peu à une des recommandations que tu faisais, Jessica, sur transformer la gouvernance et agir avec les parties prenantes. Et je me dis, mais avec quelle partie prenante? Parce que souvent, des fois, certaines parties prenantes ne sont pas incluses dans la co-construction. Donc, en fait, il faut qu'on y aille de façon inclusive parce que
les organismes de défense des droits sociaux, par exemple, sont souvent exclus ou pour avoir le financement, c'est beaucoup plus compliqué, etc. On promeut davantage certains organismes ou on donne davantage de subventions à certains organismes parce que donner de l'aide, par exemple, je suis comme toi, je n'ai rien contre les banques alimentaires, mais la tendance, c'est quand on a un problème d'insécurité alimentaire, on a augmenté, on donne une subvention de 3 millions de banques alimentaires, on dit que le problème est réglé. Mais la nouvelle fiche des banques alimentaires Canada est extrêmement grave. En fait, le taux d'insécurité alimentaire, tu l'as dit, c'est 1 sur 5, mais quand on regarde les enfants, c'est encore pire. Non seulement, et puis on parle d'insécurité alimentaire chronique, on parle d'épisodes épisodiques, etc., mais un enfant, si je ne me trompe pas, c'est peut-être un enfant sur 4 qui arrive à l'école de ventre vide ou même avec une alimentation qui n'est pas de qualité. Et un enfant sur 2 pour les enfants racisés. Et un enfant sur 2 pour les... Donc, quand on segmente, là, quand on fait une approche un peu plus intersectionnelle, là, on s'entend que les personnes vont croiser plusieurs vulnérabilités qui font qu'en fait, ben, les personnes vont vivre de l'insécurité alimentaire, en fait, plus que d'autres. Et en fait, je parlerai même des droits à l'alimentation parce que selon les vulnérabilités, selon sa vulnérabilité, selon même l'endroit où on vit, parce que les personnes qui sont, par exemple, dans les régions éloignées du Québec, là, le droit à l'alimentation doit être combiné avec d'autres droits. Le droit d'accès à un transport, par exemple. Le droit, la supply chain, je ne sais pas comment on dit ça en français, c'est-à-dire qu'il faut favoriser une infrastructure qui assure le droit à l'alimentation. Et ça m'amène à la réflexion de mais comment on va évaluer le respect ou non du droit à l'alimentation et quels sont les critères en fait qu'on va avoir pour évaluer l'impact après les politiques publiques de droit à l'alimentation. Donc toute cette réflexion-là, je pense qu'on peut aller co-construire avec vous là pour voir un peu comment on va faire pour le rendre très contraignant et puis les mesures soient objectives parce qu'il ne suffira pas de dire qu'on a mis en place un plan d'action de lutte contre l'insécurité alimentaire, on a donné de l'argent, mais est-ce que ce qu'on a donné est suffisant pour assurer le droit à l'alimentation? Merci. Je vais utiliser ma position pour poser une question, à moins que quelqu'un attende sur le fil de discussion. Oui, alors, merci. Bon, donc la loi cadre, on est dans une stratégie de mobilisation programmatique des droits j'ai déjà écrit un texte là-dessus, puis j'avais l'impression que la mobilisation programmatique des droits, même avec mes étudiants, quand j'enseigne le cours de droit économique, social et culturel, quand je leur parle de mobilisation programmatique, bon, il faut que je démontre vraiment la pertinence du propos. Mais essentiellement, c'est d'utiliser le contenu normatif du droit, ce que tu as présenté au tout début, puis transformer ces normes en indicateur, par exemple, ou en tout cas en élément de la loi cadre qui sera ensuite soumis à évaluation. Puis il faut faire gaffe justement de s'assurer que l'ensemble des... Toi, dans ton cadre d'analyse, c'est présenté comme les valeurs. Moi, je les décris plutôt sous l'angle des principes transversaux structurants des droits, mais on parle de la même chose. Puis s'assurer que ça soit pris en considération également pour ne pas que des indicateurs, par exemple, quantitatifs, nous fassent croire que tout va bien puis que tous les problèmes sont réglés. Ce qui nous amène aussi, mobilisation programmatique des droits, je trouve que la démarche, le fait qu'elles sont en cours présentement, c'est vraiment extraordinaire, c'est stimulant, ça donne envie d'en savoir plus, d'en connaître plus, de suivre l'évolution. Puis ça fait écho aussi à la responsabilité du législateur dans la mise en œuvre des droits. Ça, c'est un autre élément sur lequel je réfléchis parce que j'ai l'impression que lorsque vient le temps de parler de la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels devant les tribunaux judiciaires, ce qu'on nous oppose comme argument essentiellement, c'est celui de la séparation des pouvoirs. Donc, ce n'est pas à moi, le juge, de déterminer qu'il y a une violation des droits économiques, sociaux et culturels. Ça, c'est le rôle du législateur. Donc, moi, j'ai voulu prendre cet argument-là au sérieux, puis essayer de voir, OK, d'accord, allons voir ce qui est fait au sein du législateur pour voir donc quels sont les outils dont se dote ou non le législateur pour donner effet aux droits économiques, sociaux et culturels ou de manière plus large aux droits de la personne en général, puisque la Charte québécoise,
elle s'inscrit dans la hiérarchie des normes au-dessus du législateur. Puis bon, quand on s'intéresse à cette question-là, on voit que l'analyse de conformité des lois au Québec face à la Charte québécoise, c'est un processus qui est, somme toute, assez, j'ai envie de dire, organique. Les légistes de l'État, lorsqu'ils rédigent une loi, ils ont la responsabilité de s'assurer de la conformité de la loi à la Charte, mais la réflexion autour de la conformité de la loi au droit et plus encore la réflexion autour de la mise en œuvre des droits qui découlent soit de la Charte québécoise ou de la Charte canadienne ou des engagements internationaux dans un espace délibératif propre au pouvoir législatif n'existe pas, est à construire. Donc, tout ça, c'est très intéressant. Mais si on revient donc à vos préoccupations puis à ce qui a été dit, il y a quelques mots que j'ai peut-être pas entendus, mais qui font peut-être déjà partie de la stratégie, mais je voudrais juste savoir où vous en êtes par rapport à ça. Bon, de toute évidence, il y a l'idée de rien d'innovateur. C'est rien d'innovateur, ce que je veux dire, mais l'interrelation, l'interdépendance, l'indivisibilité. Et ça, je ne l'ai pas vu dans la présentation. Est-ce que c'est parce que vous avez mis ça de côté? Non. Ou, on nomme, après ça, comme hier, dans la présentation, je l'avais nommé, des fois, ça saute dans le flot de mes propos, mais effectivement, on fait toujours le lien, tout d'abord avec le droit au logement, là, parce que je pense que parce que souvent, ce qui vient en premier, c'est l'insécurité alimentaire, puis le droit à l'alimentation sous cet angle-là d'accessibilité économique aux aliments. Fait que le droit au logement, c'est flagrant. On le fait souvent, on rappelle justement l'idée que les droits sont interdépendants, puis que, par exemple, le droit à l'eau aussi est intrinsèquement lié, le droit à l'égalité, mais souvent, où est-ce que je m'en allais avec ça? Ce que je dis aussi, c'est que le droit à l'alimentation, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que contrairement, par exemple, au droit à un niveau de vie suffisant, où ça émeut très peu. Tu sais, on a un regard très individualiste sur les droits, puis souvent, on va rattacher une respectivité individuelle. Tu n'as pas de logement, ben c'est parce que, bon, là, on l'a entendu, c'est parce qu'on ne se présente pas bien, puis qu'on n'est pas habillé adéquatement pour avoir un logement. Mais il y a ça aussi pour l'alimentation. Puis là, ça commence à switcher parce que les gens, excusez-moi l'anglicisme, mais les gens qui, de la classe moyenne, commencent aussi, eux, à trouver que l'alimentation coûte cher. Et même les gens qui ont suffisamment d'argent pour ne pas se préoccuper de ça, se préoccupent quand même du contenu de l'alimentation, de la présence de microplastiques, des pesticides, les OGM. Ça touche vraiment tout le monde. Fait que je pense qu'avec le droit à l'alimentation, on a une opportunité de créer une brèche qui va être bénéfique pour l'ensemble des droits. Fait que je pense que c'est là aussi où c'est porteur, puis ça va vraiment bénéficier à l'ensemble des droits. Puis dans votre démarche, justement, pour l'élaboration de la loi cadre, là, quand même, moi, la question qui me brûle les lèvres, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de prévu également pour revendiquer une modification à la Charte québécoise? Parce que peut-être que la plus grande critique qu'on pourrait formuler à la loi sur la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, c'est le fait justement qu'on a créé un régime parallèle à celui des droits. Et donc, il ne faut pas, je pense, là, puis on a vu ces dernières années à quel point ça semble tellement facile de modifier la Charte québécoise. Donc là, on n'est pas confronté du tout aux mêmes embûches qu'à la Charte canadienne, puis ouvrir la Constitution. Donc ça m'apparaît être vraiment important de profiter de l'occasion puis du momentum législatif pour dire cette loi-là, son ancrage, c'est la Charte des droits. Puis, tu sais, il y a déjà l'article 45 qui pourrait justement servir de fondement. Sans même parler de la création d'un droit explicite ou autonome au droit de l'alimentation, bien que ce sera encore mieux, n'est-ce pas? Il y a pas de doute là-dessus, là. Je vais rajouter une brique. Dans les outils, à ma connaissance, disponibles, moi, j'ai travaillé aussi pendant 7 ans à la reconnaissance de l'action communautaire. On a obtenu une politique gouvernementale. Et un des outils qu'on s'est rendu compte dont on avait besoin avant de passer à l'application, c'est un cadre de référence pour définir notamment les fameux indicateurs, par exemple, de résultats. Le rôle des acteurs sociaux, ça, c'est extrêmement intéressant parce que là, tu peux envelopper toute ta chaîne, finalement, de collaboration à l'intérieur du respect du droit et d'abord, évidemment, de sa définition. Donc, dans les outils, c'est intéressant, mais ça aussi, ça prend des années. Mais tout ça, est, de toute façon, c'est dans la durée. Un cadre de référence, et il faut que ça implique les acteurs gouvernementaux dans la définition aussi, si on veut que ce soit appliqué. Il faut qu'ils soient partie prenante aussi, donc les acteurs des différents niveaux, et ça peut impliquer les municipalités. Oui, tout à fait. Ça fait partie aussi des éléments qu'on dirait qu'ils soient dans Alors, ça, c'est un outil intéressant. Moi, je voulais réagir à la notion de survie. J'ai l'impression que vous avez découvert plus large, mais
le droit à l'alimentation, c'est un peu comme le droit à l'éducation. Il ne faut surtout pas que ça couvre que les besoins minimums. c'est ça. C'est un outil de réalisation. Normalement, ton alimentation fait partie de ton espace, de ton environnement, à quelque part de ta jouissance de la vie. Il faut que ça permette de te réaliser comme individu. Donc, on n'est pas dans la survie, mais il faut aussi que ça inclue, évidemment. C'est le minimum, c'est la première étape, mais c'est pour ça qu'on parle de réalisation progressive. Si au moins il n'y a personne qui a faim, on a passé la première marche, mais on aspire à plus. Sinon, on va se mettre le bois de conserve. Non, c'est ça. Mais ceci dit, noyau minimal essentiel, priorité aux besoins des personnes les plus vulnérables, ça non plus, je ne l'ai pas vu dans le cadre normatif. Est-ce que c'est volontaire? Ben, c'est que ça va vite, là aussi. Puis Okay, là, mais oui, effectivement, c'est vraiment de la curiosité. Non, mais c'est c'est super pertinent. Ça me permet oui, effectivement, encore là, je pense que ça transparaît aussi à l'idée de non-discrimination puis de droit à l'égalité, c'est qu'on prend les personnes où elles sont. Là. Donc, oui, en priorité, puis là, je vois Laura qui travaille avec les communautés autochtones. Il y a des populations qui sont fortement touchées par l'insécurité alimentaire. Donc, c'est sûr que la priorité, c'est d'aller s'attaquer à ces enjeux-là où on a vraiment une immense détresse. Là. Okay. Donc, oui. Puis ça aussi, ça va transparaître dans la loi. Là. Il y a plusieurs échelles, là, effectivement. Là, donc, le noyau minimum des droits. Fait qu'on parle d'un droit à l'alimentation pur et dur, mais il y a le droit à l'alimentation, quand on arrive au droit à l'alimentation adéquat, quand on rattache toutes les composantes, là, c'est l'autre niveau, justement, où on sort les gens de la survie, puis on est dans un aspect qui garantit plus l'entièreté des sphères de l'alimentation. Là. Merci. Ça fait plaisir. Dernièrement, je trouvais très intéressant l'apport que vous avez eu dans la réflexion en amenant la dimension intersectionnelle. Je pense que vous avez beaucoup touché sur toutes les interactions, toutes les interdépendances. Oui. Et surtout aussi, c'est la promotion du droit à l'alimentation. On sait que le non-recours il est très élevé, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que ce droit à l'alimentation-là est connu de tous et de toutes. Oui. Et que les personnes, en fait, si elles sentent que leur droit à l'alimentation, par exemple, n'est pas respecté, que ces personnes, qu'on leur donne toutes les informations, toute la nature pour pouvoir, en fait, exercer, en fait, les recours nécessaires. Et donc, on parlait des communautés autochtones, des communautés éloignées, etc. Il faut que l'information se rende jusqu'à elles. On parle des zones rurales, etc. On s'entend pour nous qui sommes dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il y a un inégal accès à l'information, beaucoup de facteurs, là, et puis surtout la littératie aussi concernant le droit à l'alimentation pour que tout le monde puisse comprendre ce que c'est et le comprendre de la même manière. Parce que justement, ça fait partie des études de diffusion, la communication, etc. C'est tout un enjeu, c'est tout un défi, mais il faut bien qu'on commence par quelque part. D'ailleurs, le sommet, sur notre comité aviseur, on a différents membres de différents secteurs, mais on a aussi des représentants d'une communauté autochtone Innu en Maingani, si je ne me trompe pas. Puis on a aussi un représentant du mouvement pour la souveraineté alimentaire des afro-descendants. Donc, ces enjeux-là aussi d'inégalité puis de discrimination systémique dans les systèmes alimentaires sont présents, même dans la haute sphère réflexive du sommet puis des réflexions autour de la loi cadre. Fait qu'on a cette attention particulière-là aussi là, de mettre personne de côté. C'est jamais parfait, là, mais on veut vraiment que ça fasse partie de la démarche. Est-ce que la démarche va être documentée? Bien, à travers le rapport, donc oui, mais après ça, on travaille avec beaucoup de chercheurs, là, notamment à l'Université de Montréal, il y a des gens en nutrition, mais je ne sais pas si quelqu'un va regarder ça, de portrait global. C'est vrai que ça se fait dans la théorie des mouvements sociaux, oui, la mobilisation du droit. Oui. On va essayer on va lancer un appel. Il y a aussi qu'on n'a pas ramené le mot, mais on l'a ramené au chemin, la notion d'empowerment qui était tout de suite au début, où pouvoir agir en français, qui est à la fois individuel et collectif et central. Oui, tout à fait. Oui. Puis d'ailleurs, on n'a pas fini de développer des outils. Je vous ai parlé de la capsule. Le site Internet qui est quand même très ludique, mais justement, Béatrice, ma nouvelle collègue depuis à peine 3 semaines, sa tâche, ça va être justement d'encore démocratiser encore davantage puis d'adapter aux différents publics. Donc, on veut vraiment rendre ça accessible puis sous différents regards pour les producteurs, pour les communautés autochtones, pour les personnes en situation de pauvreté. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, le droit à l'alimentation? Tout en essayant aussi de montrer là, les différentes composantes, tout ça à travers mes ateliers. Est-ce qu'il y a des personnes à distance qui souhaitent intervenir? Sentez-vous très à l'aise?
Ben, moi, j'aimerais ça peut-être poser une dernière question en lien avec la judiciarisation. Donc, merci beaucoup pour votre présence. À la prochaine. Au revoir. Donc, en lien avec la justiciabilité, en fait, bon, je comprends que de toute façon, c'est au stade où vous en êtes dans votre démarche et tout ça, c'est pas ça le nerf de la guerre, là. Mais ça peut le devenir. Ça peut le devenir. Ça peut aller vite. Parce que c'est ça, quand on s'intéresse aux stratégies de mobilisation du droit, dans un monde idéal, dans la littérature, ce qu'on voit, c'est qu'il faut avoir justement une mobilisation forte sur le terrain des personnes concernées qui sont au courant de ce droit, puis ils savent de quoi il en retourne, il y a de l'éducation populaire à faire, etc. Puis ensuite, la mobilisation politique, souvent plus auprès du législateur, du gouvernement. Puis ensuite, stratégie de mobilisation judiciaire. Ouais. Puis le texte auquel tu faisais référence, c'était un peu un texte justement qui essayait de voir comment est-ce que les acteurs des organisations non gouvernementales puis les avocats de l'aide juridique se positionnent par rapport à la mobilisation des droits économiques, sociaux et culturels. Mais l'étude de terrain a été faite déjà il y a quelques années, 2019-2020, si je ne me trompe pas. J'ai vraiment l'impression qu'entre ce moment-là et aujourd'hui, si on faisait la même recherche, je pense que les résultats seraient assez différents. Mais enfin, bref, tout ça pour dire que ce qui est ressorti de cette recherche-là, c'est qu'au Québec, évidemment, bon, c'est une analyse qualitative. Il y avait une douzaine d'organisations non gouvernementales qui ont participé à l'étude. Donc, voilà, il faut baliser un peu ce que je vais dire. Mais ce qui est ressorti, essentiellement, c'est que les groupes n'ont pas ce réflexe. On parlait évidemment des effets un peu chilling effects en anglais, mais les effets paralysants de la règle Gosselin, ça ne donne pas envie au groupe de se mobiliser autour d'une stratégie de judiciarisation, sachant que c'est risqué, tu te mets le bras dans le tordeur, tu ne sais pas quel type de décision va découler de ça, tu perds le contrôle de l'agenda, etc., etc. Puis ça, c'est assez présent dans les représentations du droit chez les organisations non gouvernementales. Puis ce que je comprends tout à fait, là, par ailleurs. En même temps, c'est une stratégie. Tu sais, je ne dis pas que c'est la baguette magique qui va régler tous les problèmes. Pas du tout, là, c'est pas ça du tout. Mais voilà, c'est une stratégie additionnelle pour mettre une pression. Puis sur la question parce que justement, je suis en train d'écrire un texte là sur la place des droits économiques, sociaux et culturels, puis je revenais à Gosselin en disant, mais finalement, Gosselin, est-ce qu'il n'y a pas de porte fermée sur la justiciabilité des desks en tant que tel dans Gosselin, c'est plutôt sur la réparation. C'est parce que dans le fond, ce que dit la Cour, c'est oui, vous pouvez les saisir devant le tribunal, mais ça a un effet plutôt symbolique, puis la réparation, ça va être un jugement déclaratoire. Mais le jugement déclaratoire en lui-même, tu sais, là, si on fait un lien avec Alan Ackland qui avait fait un texte il y a quelques années sur judging as nudging, ben, le jugement déclaratoire, à mon sens, c'est un nudge, c'est-à-dire c'est un élément qui balise l'action du gouvernement ou du législateur. Et donc, évidemment, on ne remet pas en question le principe de séparation des pouvoirs. Au contraire, on voit bien ce que ça donne quand on ne respecte pas le principe de séparation des pouvoirs. Mais voilà, cet appel d'air-là, cette orientation, cette balise que peut constituer ne serait-ce qu'un jugement déclaratoire, qui n'est peut-être pas non plus à mettre à la poubelle. Je ne sais pas si ça résonne chez vous dans votre travail sur le terrain. C'est vrai que, vu que là, on est dans une démarche où on essaie de faire adopter la loi cadre, puis que ça, c'est un peu un épouvantail aussi, ce revers-là de la loi cadre, on essaie de pas trop aller nager là. Okay. Mais tu sais, ça fait quand même partie de l'effet d'une loi, de pouvoir aussi la tester devant les tribunaux, puis de voir justement, puis là, je trouve ça intéressant, la piste, c'est de l'ancrer aussi dans l'article 45. On dirait, moi, j'avais pas réfléchi sous cet angle-là nécessairement, là, parce que, tu sais, je l'ai réfléchi beaucoup aussi selon le schéma de la FAO, qui est, bon, il y a une idée de charte. Fait qu'effectivement, je pense que c'est une super piste. Fait que on n'a pas nagé encore beaucoup dans ces eaux-là, si ce n'est que l'idée de dire ben ça permettrait la justiciabilité, en tout cas en vertu de la loi, de ce droit-là. Oui, je comprends. C'est ça. Parce que c'est très délicat. Non, c'est très délicat, je sais bien. Puis l'idée, c'est, voilà, après, au niveau de la stratégie, ce qu'on veut, c'est de l'avoir. Puis, c'est ça.
avoir Mais ouais, exact. un levier. Mais tu sais, on le voit que c'est quand même avec enjeu environnement jeunesse. Là, il y a quand même des poursuites qui se testent aussi au niveau environnemental beaucoup, mais là, bon, pourquoi pas à nouveau autour des droits sociaux. Moi, j'avais fait mon barreau dans cette optique-là. Je me disais, peut-être qu'un jour, je pourrais plaider le droit à l'alimentation. Puis ma maîtrise portait sur le droit à l'alimentation en Inde et c'est une reconnaissance qui s'est faite judiciairement. La Cour suprême a décidé de reconnaître les droits socio-économiques à travers le droit à la vie dans la Constitution. Fait que ça a été mes premiers amours avec le droit à l'alimentation. Fait que, mais là, bon, je suis plus membre du barreau, mais tu sais, ça se réactive, on ne sait pas. Je pourrais retourner. Oui, il y a une question de curiosité. Je sais qu'on n'est pas dans une présentation de soutenance de qu'est-ce qui t'a amené au droit à l'alimentation? À faire son mémoire de maîtrise là-dessus. Puis, je ne sais même pas. J'essayais de retracer l'origine, mais tu sais, j'ai tout le temps été intéressée, là, quand on en parlait dans la voiture, justement, en montant de Montréal. Tu sais, je faisais le club des petits déjeuners quand j'étais petite, j'étais bénévole. J'ai travaillé toute ma vie dans le milieu de la restauration. Puis moi, j'étais horrifiée de voir la nourriture se perdre. Fait que là, je faisais des petits sacs de nourriture invendue que j'allais distribuer moi-même. Fait que ça a tout le temps fait partie de moi, tu sais. Mon beau-père aussi était chef cuisinier. Là, fait que je pense que c'est un peu ça, tu sais, cette espèce de... Puis bon, ouais, je pense que j'allais en droit pour lutter contre les injustices. Après ça, des fois, on déchante un peu dans le processus, mais tu sais, il y avait beaucoup de ça. Je pense que l'alimentation, pour moi, c'est un... Ben, autant ça peut être joyeux, rassembleur, autant que pour moi, c'est un symptôme tellement flagrant de multiples injustices. Fait que je pense que ça venait de là. Ouais. En tout cas, il me reste l'ingrate tâche de mettre fin à cette rencontre, mais c'était vraiment hyper stimulant de t'entendre. Merci beaucoup de vous déplacer, toi et Béatrice. C'est vraiment très apprécié. J'espère qu'on aura l'occasion de vous entendre sur les suites de cette initiative. Ça ne fait que commencer. Merci beaucoup de vous déplacer. Merci pour votre présence. Merci beaucoup.